Notre troisième prise de parole ce matin est bicéphale, ce qui n'est pas de trop pour les recherches en anthropologie maritime que Jérémy Brugidou et Fabien Clouette mènent de concert, tantôt immergés, tantôt submergés, avec les sous-mariniers et avec des pêcheurs, auprès de ceux qui habitent l'océan. Ils posent ainsi une question anthropologique profonde, pardonnez le mauvais jeu de mots. Comment, et est-ce même possible, de faire du terrain sur ou en océan, là où on ne peut ni rester ni habiter? Jérémy s'intéresse ainsi au phénomène de bioluminescence et de pollution marine, tandis que Fabien travaille à bord de chalutiers bretons. Tous deux sont doctorants à l'université Paris 8. Cinéaste et écrivain, Fabien a publié aux éditions de l'Ogre un profond bal des ardents. Ils explorent ensemble, c'est-à-dire différemment et différentiellement, les manifestations sensibles de l'océan à travers plusieurs outils techniques et narratifs. Leur premier film, BX46, dont ils nous montreront peut-être quelques extraits, s'est tourné au marché aux poissons de New York et a remporté plusieurs distinctions. Il vient d'être projeté au très chic MoMI, le Museum of Moving Image. So thanks for being there. The mic is yours. You're going to use this one? Okay. Ok, ben merci David et merci Casca et Ottawa, etc. de nous faire l'honneur d'une plénière pour un travail de recherche qui est complètement en cours. Donc on est encore à l'étape de doctorant. Donc c'est intéressant de voir un peu comment on s'inscrit dans ces différentes étapes de recherche par rapport à Périg et Nastasia notamment. Étant donné donc le temps imparti, on a quand même décidé de, plutôt que de déplier, disons, une de nos pistes conceptuelles, on a plutôt préféré proposer un paysage d'intuition sur lesquels on pourra éventuellement revenir pendant la discussion, donc qui n'est pas exhaustive mais qu'on espère qui est constructive. Pareil, les images qu'on va vous montrer, elles sont pas forcément, on va pas forcément les commenter, elles sont pas toujours vraiment illustratives, mais elles dialoguent avec ce qu'on dit, et n'hésitez pas à revenir dessus pendant les questions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut aussi dialoguer avec la notion dont parlait Périg, des imbrications de processus simultanément vitaux et technologiques qui se passent sans cesse dans l'univers maritime. Et ce qui est vraiment saisissant dans ces types de terrains, c'est cette question du flottement dont parlait aussi Nastasia. Et comment est-ce que toute expérience métamorphique est forcément déstabilisante. Et c'est un peu là-dessus qu'on va essayer d'insister. Et donc de partir de l'océan pour piocher des petites poignées de sol et de réaborder le terrestre depuis cette trajectoire-là. Donc voilà, on propose donc ici un aperçu en acte de l'appréhension de ces mouvements écologiques et des pistes méthodologiques et théoriques pour penser et rendre sensibles ces mouvements. Notre terrain protéiforme se joue sur et dans l'océan, comme a dit David. Il s'agit d'une anthropologie maritime que nous menons à deux et à partir de plusieurs disciplines différentes. Donc moi plutôt du cinéma, Fabien plutôt de l'anthropologie. Et le cap méthodologique que nous allons essayer de suivre pendant la discussion pourrait se nommer le remote et l'infra. Donc nous allons essayer de l'expliquer. Autrement dit, la question de comment la hiérarchisation des accès et des discours se fait sur le terrain. D'abord, on aimerait faire un rapide retour auprès de 3 représentations cinématographiques de l'océan pour se rendre compte des enjeux engagés. Donc on va lancer une petite vidéo.
ça vous dérange pas, on reste dans le noir, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, il s'agit d'un montage de 3 films. Non, dans le noir, c'est bien. Can we keep it dark? Keep it dark. It's not very important, is it? It's an experience of obscurity. You got a camera on you, so it's dark. Oh yeah, we got light. Merci. Merci. Donc dans le premier extrait monté, qui est un extrait d'Interstellar, un film de Nolan, de 2014, des cosmonautes débarquent sur une exoplanète qui est recouverte d'un vaste océan d'une trentaine de centimètres de profondeur, et la planète est balayée par une houle régulière gigantesque qui se matérialise en une vague qui empêche toute colonisation. Ensuite, dans le deuxième extrait proposé, qui est un extrait de Premier Contact de Denis Villeneuve, des extraterrestres débarquent sur la Terre et cherchent à entrer en communication. Et une linguiste est chargée de décoder leur univers sémiotique. Et ces gigantesques heptapodes, qui sont donc des quasi-poulpes, qui s'expriment par des vibrations semblables à celles des baleines bleues, obligent les humains à penser en dehors de l'humain et à se poser des questions de biosémiotique. Et enfin, dans le dernier extrait, qui est un extrait d'un film de James Cameron qui s'appelle The Abyss, des soudeurs professionnels qui plongent à plusieurs milliers de mètres de fond sont chargés d'une mission spéciale de sauvetage d'un sous-marin nucléaire américain qui est échoué à proximité. Et en pleine guerre froide, les enjeux qui sont géopolitiques sont énormes et la guerre atomique menace d'éclater à tout moment. Mais au fond de l'océan, les plongeurs rencontrent une autre forme d'altérité. Face à la menace du flash atomique, un autre type de lueur, une lumière non humaine, émise par des êtres abyssaux assimilés à des extraterrestres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'océan, pour l'homme, il peut incarner à la fois le plus familier, donc la planète bleue, et en même temps le plus extraterrestre, constamment. On a affaire à un alien ocean où des espèces sont sans cesse assimilées à des vies extraterrestres. Il est convoqué pour nourrir les narrations fantastiques, radicalement déterritorialisantes, comme pour répondre aux angoisses les plus purement terriennes. On retrouve la vaste étendue océanique dans de nombreuses cosmogonies aussi, qu'il s'agisse de l'état premier d'un monde sans sol, des déluges ou des profondeurs où reposent les êtres les plus sacrés. Il a longtemps été le point de départ des grandes explorations, l'intermédiaire entre un ancien et un nouveau monde, et l'espace des grandes errances est peuplé par les derniers monstres. Donc, il a beau représenter 90% du volume habitable sur notre planète, il est pourtant moins bien connu que le cosmos, et c'est une surface paradoxale dans laquelle il s'agit de faire de l'anthropologie des accès, des zones de contact, des rencontres et des relations. Donc il ne s'agit pas seulement de sonder des signes, mais d'inventer des sources, de voir quelle fiction s'organise et s'invente dans ces milieux. Donc, on a commencé nos recherches communes en 2013 avec un projet de film dans le marché aux poissons du Bronx, qui, dans la bouche de nos interlocuteurs, était toujours présenté comme un no man's land. Un monde du travail dans lequel il faudrait peut-être plutôt qualifier ces travailleurs en inversant l'objet de no landsmen. Car c'est dans ces territoires qui sont confisqués par le capitalisme industriel, à travers son modèle salarial, comme à travers son mode de gestion du sauvage, que se mesure l'hégémonie du récit officiel, pour reprendre un vocable de James C. Scott, et qui est le récit le plus immédiat à capter avec une caméra, puisque elle aussi appartenant à un récit officiel dominant, qui est celui de la télé, celui du reportage à sensation, ou même de la pub. Ce récit, il est partout répété pour se rassurer dans ces zones de fragilité, et pourtant il est seulement imparfaitement approprié, ou plutôt il est en fait parfaitement inapproprié. Et comme un négatif, le discours subalterne, ou hidden transcript, chez James C. Scott toujours, se fait lui aussi très présent. Il est catalysé autour des rapports conflictuels en milieu hostile, le travail de nuit, le travail au milieu de l'océan, etc. Et le choix de ces terrains permet de mettre au jour ces débordements hors du grand récit, car ces no landsmen, ces marins qui sont forcés de constater que la mer a disparu sous le décor du travail, ces manutentionnaires forcés de constater que le New York ouvrier a disparu sous le décor du travail, tous chantent une sorte de ritournelle, pour reprendre une idée de Deleuze, commune, apprise par la pratique du travail, celle du grand récit capitaliste industriel, pour réinventer le territoire effacé par l'industrie, si on prend encore une idée classique du Marx des Grundrisse. Mais lors de l'arrivée sur le terrain maritime en tant que tel, on constate que le contact avec l'océan est beaucoup moins évident et immédiat qu'a priori. Très concrètement, ce sont à première approche des lieux avant tout industriels dans lesquels un certain mode de production a pris le pas sur les modes de présence, ce qui oblige de prendre au sérieux d'autres formes de contact et d'interaction.
Donc un Tunaman, ouvrier de ce marché aux poissons du Bronx, nous parlait longuement des chairs des thons comme de la matière à sculpter. Et on sort de ce truc. Oups. Et il classait les chairs en fait par préférence en fonction des couleurs. Et ce qu'on a constaté, c'est que si les questions physiologiques, sociales et économiques étaient effectivement rapidement confisquées par le récit dominant dans lequel la mer semble disparaître, il y avait en fait une autre couche que nous appelons figurative ou figurale et qui raconte autre chose, notamment d'autres modalités de contact et de relation. Donc là, on voulait vous montrer un extrait du film. Ah ouais, non, c'est bon, je suis sorti. Donc, je vais peut-être parler en même temps. Désolé pour le son. Mais le travail cinématographique qui a été fait avec la matière anthropologique servait ici à une mise en avant des rôles de médiation dans la construction des rapports aux environnements. Les chairs sont découpées pour construire un ton découpable, et le coupeur est toujours à la limite de devenir lui-même découpable à son tour, et où soudain le maritime réapparaît autrement. Selon une phrase célèbre de Marshall McLuhan, "The message of any medium or technology is the change of scale or pace or pattern that it introduces into human affairs." Autrement dit, les pratiques transforment les manières de se raconter les relations écologiques. Et le fait de prendre des images de soi parmi les proies pêchées, comme ici, nous est apparu sur les navires comme une habitude au sein de la communauté des marins-pêcheurs. Oui, donc les matelots par les images des grosses prises, donc on va sortir du petit extrait pour revenir au diaporama. Les matelots par les images des grosses prises qui font circuler sur les réseaux sociaux, et notamment sur des groupes privés Facebook communautaires, construisent une autre forme de territorialisation et font émerger une marge, un moment où entre deux rétablissements d'appui contre la houle, entre deux traits de chalut, entre le tri et l'éviscération, on prend le temps de prendre une photo et de poser avec l'animal avant de le rejeter, souvent mort, à la mer. Et cette marge, elle nous paraît être prise contre l'hostilité d'un milieu et d'un système professionnel. Et quand on regarde les photos, c'est pas seulement une rhétorique terrienne d'un game ou d'un trophée comme on pourrait le retrouver dans les photos de safari, parce qu'à notre sens, ça nous paraît être des photos parmi et pas des photos par-dessus. Et donc c'est une autre possibilité narrative qui émerge que celle trop immédiate d'un héroïsme humain ou capitalisto-industriel sur le sauvage, qui demande une attention soutenue aux différentes manières que nous avons rencontrées de se brancher à ce no man's land que semble être l'océan en Occident. Donc qu'est-ce que faire de l'anthropologie dans un dit no man's land et qu'est-ce que cela nous raconte
des logiques économiques et matérielles technologiques de nos rapports aux environnements, et vers quel autre sujet que les seuls humains est-il pertinent de se tourner lorsqu'on se retrouve en terrain limite comme l'océan. Et donc dans ce terrain limite, la cinématographie a été une pratique d'exploration afin de dégager des pistes de recherche engagées dans le terrain océanique où l'enjeu fondamental de la morphogenèse semble ressortir plus fortement que sur la terre ferme. En nous concentrant sur les travailleurs de la mer et leurs relations à la fois distanciées et immergées avec le milieu, nous montrons la nécessité de diversifier les paradigmes et les accès sensibles afin de commencer à imaginer l'océan comme une écologie dynamique et une plateforme de métamorphose. Nous avons donc décidé, à partir de ce premier film, d'agrandir progressivement le territoire de nos recherches, à partir de ce marché aux poissons, à la fois cul-de-sac urbain et lieu de transit, de flux internationaux et de métamorphoses interspéciées. Donc si l'océan disparaît par certaines confiscations, il réapparaît ailleurs. Et surtout, il est multiplement territorialisé et déterritorialisé. L'anthropologie maritime pousse à l'extrême, donc, certaines problématiques propres à l'anthropologie d'une manière générale, lorsqu'elle construit ses terrains et lorsqu'elle élargit son approche aux dimensions écologiques. Les représentations scientifiques, quant à elles, font de l'océan outer space un océan outer place, autrement dit un lieu potentiellement accessible et narrable. Mais ces représentations quantitatives organisent aussi une disparition de l'océan en tant qu'écologie mouvante. L'océan devient un espace topographiable, sondable, analysable et un espace pour des dispositifs de remote sensing, que sont les ROV par exemple, les critércams, les hydrophones. Une cartographie médiatique qui construit l'océan dans ses capacités à se manifester à des regards et ainsi devenir accessible à distance. La question qui se pose à nous, c'est comment éviter l'approche réductionniste lorsque l'on a affaire à des terrains sensibles, autrement dit qui s'auto-présentent et nous atteignent via des médiations sensibles. Ainsi, l'océan nous oblige à être attentifs aux productions sensibles et notamment à repenser nos modes d'attention visuels et sonores. Des travailleurs immergés, les oreilles d'or, des sous-marins militaires, construisent par exemple l'océan comme un vaste milieu à propagation d'ondes sonores. Ces analystes, spécialisés dans la reconnaissance des signatures acoustiques d'autres navires, décrivent un océan partagé entre des bruits et des sons. Les seuls sons qualifiés de signaux sont ceux d'ordre humain. Donc on retrouve l'idée d'anthrophonie. C'est la production des navires de guerre, les moteurs, les navires de pêche, etc. Et le reste est du bruit, la géophonie et la biophonie, dans lequel on n'entend rien, voire que l'on confond avec des signaux stratégiques. Tout l'enjeu pour le sous-marin, c'est d'écouter et d'assurer sa discrétion acoustique et ne pas risquer de devenir un transitoire qui conduit un son de l'intérieur vers l'extérieur, d'autant plus qu'il voyage très loin dans l'eau. Autrement dit, l'inscription écologique de l'humain dans l'océan est une question majeure d'ordre vital et géopolitique. Donc l'océan est aussi un champ parcouru par des ondes à la fois lumineuses et sonores qui ont chacune leurs propriétés particulières par rapport au médium. Et ces différences ont une importance cruciale dans l'organisation des écologies, à la fois humaines et animales. Elles intéressent quiconque s'y immerge. La manière dont propage la lumière dans l'océan détermine le zonage des espèces, la migration verticale, la morphogenèse des organismes et l'ensemble des interactions trophiques. La photosensibilité est un élément clé dans les écologies océaniques et devient une question biopolitique par la présence humaine et son apport de forte lumière. Au-delà d'une certaine profondeur, ce n'est plus la lumière solaire qui est décisive écologiquement, mais la bioluminescence, autrement dit l'attention aux lueurs faibles émises par les organismes. Or, nos technologies visuelles ne sont pas capables de capter ces lumières et exigent l'apport de lumière artificielle, sans quoi les images sont fortement détériorées par le bruit numérique. Cette détérioration est la trace d'une interaction limite. Une de ces limites est la confiscation du photosensible par la dimension visuelle de la sensibilité, alors que dans l'océan, il s'agit d'abord de phénomènes dermiques. La peau, simultanément photosensible et photoémettrice des céphalopodes, devient un centre d'intérêt pour les scientifiques. Les dynamiques tégumentaires sont à la fois un mystère évolutif, une fascination biologique et un enjeu capitalo-technologique. On tente aujourd'hui de fabriquer des écrans biomimétiques basés sur les propriétés des peaux des seiches. Dans les laboratoires scientifiques, on commence même à visualiser la dimension onirique des seiches sur leur peau et à se demander ainsi de quoi peuvent bien rêver les céphalopodes. Or, les marins-pêcheurs ont souvent affaire au désir des pieuvres, la plupart du temps à leurs dépens, et ainsi sur les navires de pêche, les pieuvres perpétuent une longue histoire concurrentielle. Il y a un post Facebook que nous avons rencontré récemment qui avait particulièrement retenu notre attention. Il concernait une pieuvre néo-zélandaise capturée par des matelots d'un petit caseilleur du nord de la Tasmanie. Cette pieuvre, elle est singulièrement prise seule, frontalement face à l'homme, et accompagnée d'un texte étrange qui raconte le crime perpétré par l'animal. Au cours de la nuit, sous la pleine lune, les pieuvres ont pillé les casiers à écrevisses, et le post va déclencher une série de commentaires appelant à la mort de l'animal.
une violence inouïe qui s'adresse à une altérité dont on reconnaît et redoute intuitivement sa capacité à mettre en danger notre position de maîtrise. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une série de commentaires absolument plus violents les uns que les autres qui invitaient à retourner le poulpe inside out, à lui sauter dessus, à le décapiter, etc. Et donc on s'est dit prendre au sérieux cette question de turn inside out, cette pratique courante, et proposer de voir ce que produit un tel renversement sur nos catégories elles-mêmes concernant l'humain et le non-humain. Et c'est en tout cas ce risque-là qu'on a souhaité prendre, qui est assumé par une autre métaphysique non occidentale pour laquelle le statut d'humain n'est pas un donné figé, un substantif naturel, mais au contraire un déictique, un terme grammatical comme ici ou là-bas, et qui n'aurait de sens qu'à partir de son lieu d'énonciation. Autrement dit, un corps, un certain agencement de sensations, d'actions et d'affects. Se dit humain tout être qui dit je, qui se raconte l'histoire de la planète à partir de sa position de personnage principal, et pour qui toute autre forme vivante est un non-humain ou un personnage secondaire. Donc ça, c'est un début d'élaboration pour nous théorique. Et donc là, on peut conclure sur, en gros, qu'est-ce qu'un terrain, finalement, quand on est sur ce type quand on a affaire à ce type de relations écologiques, ou dans ces écologies mouvantes, et aussi comment, ou plutôt que fait le terrain, qu'est-ce que nous fait le terrain. Et on se rend compte qu'il nous rend souvent secondaires aux processus qui sont à l'œuvre et oblige à se reposer perpétuellement la question de la place, comment on est dans le passage, de la présence et de ces modes de relation. Et la question de la relation humain-milieu, c'est aussi celle de la métamorphose, à la fois la transformation ou le maintien d'une figure, puisque la morphogénèse est autant une question physiologique que figurative. Et cette approche, elle oblige à se poser des questions cinématographiques face au mouvement des terrains. Quels sont les modes d'apparition des sujets ? Et voilà. Et en gros, juste pour terminer, on a une question aussi qui regroupe pas mal de personnes du panel, qui est aussi se poser la question de comment est-ce que le terrain invente d'autres récits et nous fait rêver d'autres rêves. Et si ce n'est pas aussi l'enjeu pour l'anthropologue de à la fois devenir plus sensible et d'arriver à rêver d'autres rêves et à les partager et à voilà. Donc rentrer dans ces questions-là. Merci. Merci pour cette présentation. On voit que c'est pas facile de changer la grammaire des présentations. Le noir, les images. Alors je vais introduire notre cinquième et dernière invitée pour la plénière. Do you prefer this one or this one? Our last plenary speaker is coming from Rutgers University. Sheniz Sodikov is an associate professor and the chair of the Department of Sociology and Anthropology there. She is mainly interested in the political economy of biodiversity loss, conservation, and restoration. She has about 20 years' experience conducting ethnographic and historical research on labor and rainforest conservation in Madagascar. Her book, Forest and Labor in Madagascar, From Colonial Concession to Global Biosphere, is an anthropological historical account of the role of subaltern labor in forest conservation and ecotourism efforts. The book examines the role of low-wage worker in the creation of value for rare species in Madagascar over the past century. Drawn to the problem of extinction, both biotic and cultural, she's tracing how extinction events play out in popular and political culture and how they shape perceptions of time and being. Her edited volume, The Anthropology of Extinction, Essays on Culture and Species Death, replaces processes of extinction into a common analytic framework and presents case studies about extinction from the angles of different anthropological subfields, which will resonate with all the presentations of this panel. Today she's going to examine the problem of land degradation and zoonosis and share with us her current research project, which is a multi-species epidemiology of the plague in villages of the Moramunga district in eastern Madagascar. Her paper is titled Tracing Plague Pathways, Multi-Species Disease Dynamics in Madagascar. Sheniz, thank you very much for being there with us.
The mic is yours. Thank you, David, for this invitation to attend the Casca conference, my first one. It's a pleasure working with my fellow panelists and to seeing this nice crowd today. So yes, my title today is called Tracing Plague Pathways, Multi-Species Disease Dynamics in Madagascar. The bubonic plague, transmitted by black rats to humans, is flourishing in Madagascar today. Madagascar currently suffers the highest percentage, around 74%, of plague cases and deaths globally. Over the past decade, climate change and land degradation have exacerbated the conditions of plague transmission. Climate change has impacted the movement of plague bacteria through rat, flea, and human bodies, but sorting out how remains a complex task. Land degradation, particularly deforestation, is luring rats out of the woods and into agricultural fields and homes where rice is abundant. Scientists continue to decipher how changing rain patterns influence the reproductive patterns of rat fleas, Xenoscilla chiapis is the species name, the plague's main vector in Madagascar. The introduction of raticide, insecticides, and antibiotics into both the sylvatic cycle of the plague, that's the non-human cycle, and the urban cycle, which includes humans, is transforming microbial and multi-species lives. Yersinia pestis, the plague bacterium, has become increasingly resistant to antibiotics and therefore more potent. Fleas have become resistant to pesticides, and antimicrobial agent resistance genes comes from their guts. From the guts of the fleas may be the source of antibiotic resistance in certain plague strains. Recent plague outbreaks also hint at the possibility of an increasing percentage of rats becoming resistant to the plague, as well as humans becoming asymptomatic carriers of the plague. Studying plague outbreaks reveals these confounding influences on the spread of the disease. Outbreak narratives are pieced together by epidemiologists, which capture the movement of plague-carrying bodies over a degraded pathogenic landscape. I aim here to complicate the epidemiological narratives of zoonotic events by contributing ethnographic insights of outbreaks that do not always echo past accounts. The current biological and ecological conditions of Madagascar make it often difficult to say with certainty where and when a plague outbreak emerges. The absence of visible clues due to chemical and microbial resistance sometimes create gaps in the plots of outbreak narratives. I look at the difficulty of reconstructing the plague's pathway during an outbreak in two rural hamlets of Central Highlands, Madagascar in August 2015. The presence of the bubonic plague can only be detected by bodily symptoms and laboratory work. When bodies become asymptomatic, finding the starting point of outbreaks becomes challenging. Plague outbreak narratives must, for epidemiologists, begin with a cluster of dead rats and a patient zero. This is the slide of the transmission route from rat to flea to human. Plague outbreak narratives, so they start with, epidemiologists always look for an event where the bunch of rats have died and people see that that plague has arrived in a particular locality. When left untreated, bubonic plague can breach the respiratory system to become pneumonic plague, which is spread by droplets of mucus or sputum on the air or in the air or on objects. Once it's airborne, the disease readily spreads between people until it's contained. Sorry, the dead rat. This is what buboes are, the swollen lymph nodes that indicate bubonic plague. The bubonic plague manifests in humans through lymphatic swellings in the groin, armpit, neck, and it also comes with fever, headache, and intense pain in the infective lymph nodes. The symptomatology of pneumonic plague looks very different.
fever, chills, headache, dizziness, body pain, and chest discomfort in the first couple of days, and then rapidly the patient suffers from bloody diarrhea, a profusion of sputum, and vomiting blood. Bubonic plague may leave the victim suffering for a week before death unless antibiotics are administered. Pneumonic plague works very fast. A victim has about 24 hours to get treatment or risks certain death. I link microbial movement to narrative here in this paper by extending the method of medical semiotics as interpreted by Carlo Ginzburg, historian. I conceive of disease symptoms as multi-species and ecological, and as plot elements in outbreak narratives. I use the term veterinary semiotics to refer to the human decipherment of signs in human and non-human animals that indicate danger as well as inform narratives. Carlo Ginzburg argues in his 1989 book, Clues, Myths, and the Historical Method, that the epistemic paradigm of medical semiotics, which took shape in the 19th century, entailed the construction of a reality that could not be experienced directly. Reality is built upon apparently insignificant and experimental data, or clues, that are strung together as a sequence of events. Ginzburg exemplifies the model through the methods of Freud, Morelli, and Conan Doyle, who created Sherlock Holmes, all three of whom had a gift for noticing apparently insignificant details that enabled them to solve mysteries, whether related to unconscious associations, Freud, the authenticity of art, Morelli, or crime, Conan Doyle, via Sherlock Holmes. Ginzburg reveals that all three men shared training in medicine and were therefore familiar with medical semiotics, this paradigm in which observable diseases could be diagnosed from superficial symptoms. The symptoms, clues, or markings, Ginzburg explains, are always arranged by the observer in such a way as to produce a narrative sequence, which could be expressed most simply as someone passed this way. Medical semiotics builds on sense-making narratives out of easily missed clues. In contrast, the narratological method of emplotment, whereby narrative is structured according to a beginning, middle, and an end, explains, according to Paul Ricoeur, how we configure time and make sense of experience. Medical anthropologist Cheryl Mattingly develops the idea through the concept of therapeutic emplotment, referring to the construction of narratives through social interaction, in her case, patient-therapist interaction. Nested narratives take shape from interactions between people in a context of suffering. They configure time in terms of plot lines propelled by human agency and emotion. The narratives are multiply authored, their endings uncertain. So I transposed Mattingly's idea of multiply authored narratives to the epidemiology of plague outbreaks, taking into account both the human and non-human authors as narrative drivers. Outbreak narratives chronicle the teleology of outbreaks, the movement over time and space that begins with a bite of a flea on human skin and ends in multiple human graves. Because epidemiological narratives rely on veterinary semiotics as evidence and take rodent deaths as starting points, they may omit potentially crucial elements of the plot. I consider the problem of cluelessness or asymptomatic bodies in configuring outbreak narratives which trace the plague's movement. In 2015, an outbreak of the plague in the rural Central Highlands involved 14 cases and 10 deaths. It was not as severe as a cluster of outbreaks that occurred the previous year with 482 cases reported, but it was highly lethal, having a case fatality rate of over 70%. Epidemiologists with the Pasteur Institute of Madagascar visited the mud-walled houses of victims in rural hamlets to speak with family members. They were searching for the identity of the first case victim and the circumstances of his or her infection. They assumed the person to have contracted bubonic plague, transmitted by black rat via flea bite, and failing to take a course of streptomycin, it was assumed that the victim's case of bubonic plague transformed into pneumonic plague. Most of the plague victims of this outbreak died of pneumonic plague. The plague is not new to Madagascar. It arrived in late November of 1898 via infected rats in a ship from Calcutta that moored into the east port town of Tamatave. The outbreak was the first recorded case of the plague south of the equator.
By February 1899, 285 cases and 195 deaths had been recorded, and the numbers were climbing. Around this time, Dr. Simon of the Institut Pasteur had reasoned that two agents transport and spread the plague. Man was one and the rat the other. Dr. Simon established that always occurred first among the inhabitants of the quarter where it had first attacked the rats, that in large cities it remained confined to that quarter so long as the rats did not emigrate. From the moment, however, when that migration began, plague would spring up in other quarters and in the villages around, always following the routes taken by the infected animals. Rat death and rat migration are drivers of Simon's outbreak narrative. Rat migration, in turn, could be prompted by the disinfection efforts of humans, the raticide that they apply, as well as infection by the plague, or Yersinia pestis. Dr. Frank Klamau's studies of plague in the lower animals revealed that although rats may migrate habitually, plague-stricken rats usually leave their underground habitations and migrate, often for a considerable distance. At this historical moment, then, in the early 20th century, when the plague had not yet become endemic to Madagascar, rats were highly susceptible to the disease, and their carcasses provided clues to its route over space. As epizootics waned, the bacteria remained in rats in mild form or persisted in shallow layers of moist-rich soil, which explained the sporadic cases that would emerge after epidemics. Klamau further describes the symptoms of plague-stricken rats, and this is important for being able to detect clues in the landscape. Buboes, or the swollen lymph nodes, may occur in rats. As in people, rats present spasmodic and paralytic symptoms and a dazed appearance and staggering gait. He continues, sometimes there's a limping jerk or spasm of the hind legs, and sometimes the hind legs are dragged along the ground as though paralyzed. In some instances, rats have been seen to rush about madly with fear of man, and after capering around the room to fall dead at the feet of the observer. At other times, they have been seen to move about listlessly in back gullies, sinks, and bathing places, or to jump up suddenly and turning around to fall dead, or to spring continually upwards from their hind legs as if they were trying to jump off something. Finally, one last telling clue. Rats that succumb to plague lay prone on their bellies with all four limbs extended. A notable difference from death by natural causes, where rats are more usually found lying on one side with the limbs flexed. So the upper slide is sort of a natural death of a rat, and the bottom one, you can see the rat prone on the ground, is more a sign of plague death. Okay, the historical question is whether local Malagasy people developed, after the devastating 1898 outbreak, a diagnostic to distinguish plague-stricken dead rats from intentionally poisoned dead rats, or whether they learned to detect erratic rat behavior that indicated plague infection. Did such knowledge, if it exists, because I've not found any evidence of its existence, diminish as a greater percentage of the rat population adapted to low levels of plague and grew plague resistant? Has the asymptomaticity of hosts, reservoir hosts, rendered people increasingly clueless, unable to detect ecological threat? And do some outbreak narratives therefore lack a beginning? Turning back now to the 2015 outbreak in Muramanga district, the epidemiology of the outbreak remained somewhat unclear the following summer in 2016 when I visited the site with a Malagasy colleague there in the middle named Dieudonné from the Institut Pasteur of Madagascar. We knew that scientists from the Pasteur Institute had already interviewed families of plague victims and had tested the rat population in the vicinity to assess bacterial levels, but their results hadn't yet been published when I went there. But now they have been published. In March 2017, an article appeared about this very outbreak. The study confirms that apart from the first patient who appears to have been infected from the environment, that is, from the black rat reservoir, the other fatalities in the rural hamlets were due to pneumonic plague. The 2017 study draws on fieldwork and laboratory work, and it includes victims' and family members' recollections, observed symptoms of patients in hospital, and results of serologic tests of patients and genetic analysis of Yersinia pestis from infected people and rats. The epidemiological study offers a concise evidentiary narrative of the plague's route in Muramanga district. The evidentiary narrative begins with dead rats, the telltale clue. Quote, relatives of case patient 1 indicated that moribund rodents were present near his home
2 weeks before he became ill. The family who hosted case patient 1 during his travels, 1 week before his disease onset, reported no disease present in their household. The first case patient displayed symptoms on August 17, 2015. He was a 22-year-old man who had traveled 1 week before the disease onset. After returning home, he experienced chest pain, fever, and cough. 2 days later, his condition deteriorated. While relatives and neighbors assisted him to the nearest health center, he died in the village of Biravina, Madagascar. He was buried near Biravina in a traditional manner with a 2-night wake, exposing the family and community to the pathogen and initiating a chain of transmission. The narrative ends with the effective control measures 5 days after the last reported plague death, August 27th. Now, Dieudonné and my line of questioning of plague victims' family members in July 2016 yielded a different kind of outbreak narrative. Our ethnographic narrative does not begin with dead rats, nor does it begin with swollen lymph nodes in the armpit or groin. The beginning of our narrative, as we could reconstruct it, was an earlier point in time with a different case patient 1, a man I'll call Jean-Paul. According to Jean-Paul's relatives, he died in April 2015. He became ill with a headache, his eyes became yellow, and he didn't sleep. He drank water but had stopped eating, vomiting even after taking a sip. He was gravely ill for 5 days, and on Easter Sunday, he was carried on footpaths to the road and then driven to the hospital in town, where he died. Several relatives had kept watch over his bed in the hospital. After he died, they brought a mortuary cloth in town and transported his body back to the village for burial in a wooden casket. Several men had attended his funeral and carried the casket to the familial tomb. Now me and Dieudonné, are exploring whether this death was a separate transmission event. Why did it escape the epidemiological narrative? Was the interim between Jean-Paul's death and the infection of the man who died in Biravina a period of cluelessness, of asymptomaticity in the landscape? Was there a long incubation period of pneumonic plague that resulted in numerous deaths 4 months later in the month of August? The family members with whom we spoke did not mention the sight of dead rats, though rats are always present in the sisal hedges that border their plots of rice. My point is that for medical and scientific communities within Madagascar, the retrospective epidemiological narrative of plague outbreaks over-determines the event of rat death. This is what introduces any epidemiological narrative. Yet the Malagasy plague survivors with whom we spoke did not recall a rat death, only a cluster of human deaths following the wake of Jean-Paul. While a rat death event may have occurred, as the epidemiological study describes, most of the survivors in this region omit this detail. Plotting outbreaks with rat death events as starting points parenthesize a longer story, possibly one of spontaneous pneumonic plague outbreaks or of asymptomatic rats and humans harboring Yersinia pestis for long periods of time. The plague in Madagascar offers a glimpse into how an ancient pathogen is adapting to late Anthropocene post-colonial context, where language degradation and technological inputs are transforming the cycles, manifestations, and genetic composition of the plague. The end. Thank you. Thank you very much. Thank you. So with the time that we're left with, we're gonna... Working? Yeah, working. So with the time we've left, we're gonna sit down and take questions from the room. So I'll invite everybody to just come in here at the center. Somebody will be traveling through the alleys with a microphone, so if you want to ask a question, please raise your hand, and somebody will be coming. So who's going to open the bowl and ask the first question? It's always I find the hardest to ask, but after that it triggers. Oh, I've got one here. Well, thank you for your talks. I guess I'll jump off the last one by Janice. You're talking about a plot and beginning points.
And your own narrative started with a beginning point. Climate change has impacted. And I wonder if we can open that up, or if that can be something that to, and it links up with perhaps Natasha's talk. Although your beginning point was more, you began with the idea that there was, in Alaska, people were animistic. So we all have beginning points, so I'd like to just throw that discussion out. I'd love to hear more about sounds and noise, but we'll see if we get there as well. And okay. Right, so as far as climate change goes and how this is influencing so a resurgence of the plague in Madagascar as potentially a beginning point of a resurgence, I guess we could say. That's a really complicated question to sort out in which ways climate change is affecting, as I said, species reproduction patterns, species movement over space, and sort of these multi-species interactions between humans, fleas, and rats that are different than they were 100 years ago, but seem to be exacerbating the problem of outbreaks today. So one of the pieces of this project is trying to sort out the influence of changing weather patterns and temperature on these different movements of species, especially black rats, over space. And you know, it's a multidisciplinary project, of course, because learning about reproductive patterns of fleas is totally outside of my realm of experience. But yeah, it's an important question, and it's I think largely unsolvable at this point. So it's a question of. My question was more specifically, maybe I didn't formulate it well. As an anthropologist, your own way of presenting this story began with that as a given. So you are, if I understood well your response, not putting that into question. Okay. Yes. Was your question about animism? But about. Yes, please. Je peux la poser en français? Je vais poser ma question en français. Ce que je me posais comme question, c'est, j'ai l'impression que tu es parti avec l'idée et tu conserves l'idée qu'il y a un point de vue particulier, their own way, en Alaska, quelque chose qui est fixe, que tu as appelé animiste au départ et que tu tentes auquel tu veux donner un certain mouvement dans une certaine mesure. Oui, d'accord. En français ou en anglais? Ok. Oui, tout mon une grosse partie de mon travail a consisté à justement requalifier la notion d'animisme telle qu'elle a été définie par Philippe Descola, qui était mon directeur de thèse. Donc je suis partie sur le terrain avec cette idée qu'il existait des sociétés de chasseurs-cueilleurs animistes. Animistes dans le sens de c'est l'idée qu'il y a en fait une continuité des intériorités entre les humains et les non-humains et une discontinuité des physicalités. En gros, que les hommes et les non-humains partagent l'âme en commun et c'est les corps qui diffèrent. Tout l'objectif de mon travail a été finalement de me servir de cette catégorie plus comme un outil, et d'ailleurs je pense que c'est ce que Philippe Descola appelait de ses voeux, plutôt que comme une catégorie analytique fermée visant à compartimenter différentes sociétés dans une case ou dans une autre. Donc je m'en suis servi comme un outil qui permettait de comprendre sur quelle base les hommes se donnaient la capacité de communiquer avec les êtres qui les entouraient. Donc oui, en effet, les êtres qui les entourent sont considérés comme des personnes, donc on peut amorcer un dialogue, parce qu'on est tous des personnes.
Après, en effet, cette catégorie analytique, pour moi, est vraiment à voir d'une manière très pragmatique, de quelque chose ça sert à faire quelque chose, mais ce n'est pas figé. Donc, dans cette grosse catégorie d'animisme, il y a beaucoup de choses dans mon travail. J'ai essayé de relativiser, de remettre en mouvement, notamment cette histoire de cycle, cette histoire des animaux qui se donnent aux chasseurs, toutes les choses sur lesquelles on peut stabiliser en fait une cosmologie. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi par rapport à ça discuter avec Périg sur cette question de la stabilisation des cycles, des théories de la vie, etc. Enfin, parce que je pense qu'il y aurait des choses à dire. Parce que la question des écologies mouvantes aujourd'hui, ce qu'on est en train de discuter, c'est bien ça, c'est que les environnements sont en train de se transformer. Et la question de qu'est-ce qui se passe quand on perd le contrôle, il me semble qu'elle est au centre de nos terrains aujourd'hui, de la question des théories de la vie qui sont mises en place par les indigènes eux-mêmes, où d'un seul coup c'est la vie qui montre que la théorie de la vie n'est plus adaptée à la vie. Donc on se retrouve finalement dans des situations un petit peu difficiles, où selon moi on est appelés, nous anthropologues, à se repositionner face à ça. Peut-être un commentaire pour rebondir. Je pense que de toute façon, effectivement, ces théories de la vie sont plus ou moins stabilisées, elles peuvent fluctuer. Et en fait, en t'écoutant parler et en écoutant aussi les autres présentations, je me suis d'abord fait la remarque concernant l'animisme, du fait que il y a plusieurs types d'inférences qui sont en jeu. Il y en a une qui repose sur une subjectivation, c'est se mettre à la place de d'autres animaux. Et après, il y a des inférences qui sont proprement écologiques, puisqu'elles envisagent des cycles, des systèmes plus ou moins d'homéostasie au niveau de l'échelle, enfin, au niveau de l'environnement. Et ce qu'on voit apparaître, me semble-t-il, c'est que cette incertitude dont tu parles, ou dont d'autres personnes ont parlé, cette invisibilité, cette obligation de voir des indices, s'accompagne aussi dans toutes les sociétés d'un effort pour rendre intelligible, pour trouver des régularités. C'est ce que tu disais au début. Et je pense que l'incertitude n'est qu'un moment, effectivement, là, qui est démultiplié, qui brise les catégories, mais c'est qu'un moment analytique à la fois pour les peuples, mais pour nous, puisqu'on a aussi la possibilité de retrouver d'autres types de régularités, de chercher finalement cette intelligibilité derrière le sensible. Donc je pense que toutes nos présentations aujourd'hui montraient qu'il y avait des indices sensibles plus ou moins fluctuants, mais un effort quand même pour les organiser. Alors un effort qui peut être déjoué lorsqu'il y a des configurations historiques qui modifient en fait l'organisation de ces signes, mais il y a quand même une régularité de l'esprit humain, et là je serais très lévi-straussien, pour organiser ce monde concret. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, même l'événement, comme le disait Salins, même l'événement, il fait partie finalement des choses qu'on a déjà prévues dans un stock d'imaginaire ou de scénarios déjà existants. Voilà, c'était une remarque, parce que je pense qu'il y avait un point commun quand même sur cette façon d'articuler. Finalement, la saisie de l'écologie implique nécessairement cette approche ultra sensible de ces signes, mais aussi une capacité à penser des systèmes de relations qui ne sont pas visibles, soit parce qu'ils relèvent de la médecine dans le pli du corps, soit parce qu'ils sont déployés dans des échelles telles qu'on ne peut pas avoir une vision synoptique. Et je pense aussi, c'est peut-être l'autre leçon que je peux tirer de nos discussions, c'est que l'articulation interne-externe, elle est dépassée par l'approche écologique mouvante, parce que selon le point où on se place, un être vivant est plus ou moins externe ou interne par rapport à un lieu de vie. Juste rebondir sur quelque chose par rapport à la question aussi du terrain et de comment penser aussi à la fois dans cette problématique de figer et se laisser flotter, comment faire en sorte que le terrain ne cesse de nous travailler même à distance. Et comment est-ce que, à la fois, les sections de l'intérieur et de l'extérieur, c'est quoi d'être extérieur au terrain, intérieur au terrain, et comment est-ce que le terrain peut continuer
à travailler et à faire émerger des choses, même à distance. Et comment est-ce qu'on peut produire aussi des moyens de, comment dire, de créer des manières d'être hautement sensible, mais dans la distance, juste par le fait que ça travaille en nous d'une autre manière. Je sais pas. Et je pense que ça le fait pour tout le monde, quoi, mais... Les traces, les graphies, l'ethnographie sous toutes ces formes créent un effet de recomposition ultérieure avec un après-coup. Pour ça, le livre de Nastasia est super, parce qu'il y a une remémoration, alors qui prend diverses formes d'objectivation. L'autre point aussi qui me semble assez intéressant, c'est que finalement, les données, enfin, le choc de l'Anthropocène nous confronte à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du postmodernisme qui a mis en péril la notion de vérité à partir de la culture. Là, c'est une sorte de post-nature qui déjoue en fait nos systèmes explicatifs. Et je pense que, comme on le voit avec Trump, on ne peut pas simplement dire qu'il y a plusieurs vérités sur la nature. Et le fait que les cadres soient perdus nous oblige à finalement un supplément de recherche analytique. Et je me demande, c'est un peu pour titiller mes collègues nord-américains, lorsque vous dites narrative ou récit, je me demande si désormais, pour les questions qui touchent à l'Anthropocène, si finalement on ne devrait pas dire causalité, puisque malgré tout on est à la recherche de nouvelles causalités, sans tomber dans le positivisme, de quelque chose qui puisse établir dans le discours scientifique de l'anthropologie, eh bien, ces écologies mouvantes, humaines et non humaines. Mais bon, un peu pour lancer la question ou le débat. Oh, okay, thank you. I think my question is directed to, I didn't get her name right, but sorry. I'm just concerned about probably what I would regard to as this desire by we the anthropologists perhaps to realize what I call an ecological nostalgia. Probably are we riding in such? And then my question then is this attempt by anthropologists to probably maintain an ecological equilibrium sustainable, given the emergent epistemologies and probably even demands among even the indigenous persons about the socio-technical, probably, and its products? Because what I have in mind is that given the new thinkings, the new ideas, and the new knowledges even about the ecologies among the persons, is it really possible for the anthropologists to attain this ecological equilibrium? Thank you. David, tu veux traduire en français pour être sûr que j'ai bien compris, s'il te plaît? Parce que j'étais un peu loin. Avec le son du micro. Thank you for your question. I'll try to translate it in French, if I can. Je pense que la question, elle est à propos. En tout cas, je vais surfer sur la question. Je m'excuse si c'est pas exactement ça, mais peut-être faire un lien avec ce que Péric disait. La capacité analytique à comprendre ces transformations. Est-ce qu'elle est propre à l'humain ou est-ce qu'elle déborde? Autrement dit, si tout le monde a besoin de réagir, et réagir c'est peut-être pas le bon mot, a besoin de réagir par rapport à ces changements, est-ce que l'analytique c'est notre manière à nous humains de réagir? Parce qu'on voit bien que tout le monde ne réagit pas de la même manière et pas uniquement avec des catégories analytiques. Et je me demande si la question de monsieur, elle n'est pas aussi par rapport à ces écologies et comment est-ce que nous on s'insère dans ces écologies par-delà la distinction que l'anthropologue peut faire quand il s'intéresse non plus juste à des humains, mais à des écosystèmes. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Yeah, was it about really the work of the anthropologist and the fact that maybe
I'm not sure I got the question. Could you please just repeat your question to me, please? Because I'm not sure I can. Was your question about ecology being something for anthropologists or something for science or non-humans? Was that the question? Sorry, I'm sorry, it's my fault. Actually, it's not an issue to probably draw a comparison on who should be concerned about what, not really. But I'm only looking at this thrust by the anthropologist to probably, given the changes, because probably I could use an example in Kenya, where I come from, that there are new contestations about the ecology, all right? And these contestations about ecology arise from the fact that the way now the locals, or probably the indigenous, the persons, look or maybe interpret the environment as it is, vis-a-vis as it were, is equally changing. So then my question becomes, in the new, probably this new, probably for a lack of better word, the new dispensation with regard to the changing ecologies, all right? Are anthropologists justified, right, in probably to pursue this demand or desire to achieve an ecological equilibrium? Is that clear a little bit? Yes, are anthropology justified? Is that what you said in the end? Thank you very much. So I guess if we're talking about ecology, those that allow us to be the new tool for colonialism. No, I got your question. Conservation? I'm sorry. It's actually a very good question. And it's a hard question to answer. I think, as you're saying, the people themselves are right now forced to be reflexive about their environment because it is changing and because they see themselves that the ways they were doing things they cannot do anymore, so they have to actually change themselves and they have to think upon their cosmology and I think that's all I do in my work is actually to acknowledge the very vivid reflexivity that those people have. Because the problem of what we've been doing is that we tend to, talk about the cosmologies of indigenous people in a very external way and in a very as something that actually works, and as if these people were not really thinking about what they're doing and about what they're stating about the environment. And I think what I'm saying in the case of Alaska is that these people are actually now having to have a discourse about themselves. And they actually have to say that, yes, we've been saying this. I've been telling the anthropologists that, yes, the animals give themselves, that, yes, the cycle of return works, but in fact, we now know that it doesn't work like this. So my job, I guess, is to actually document the fact that those people are being creative and are actually giving us new clues to understand these environments. I don't see it as a continuation of colonialism in this way, because I'm trying to give a voice to reflexivity. I don't know if that answers. It's a good question. It would need a whole hour to talk about this. Merci à tous pour vos présentations qui étaient vraiment très intéressantes. Pour ce dépassement un peu de cadres théoriques avec lesquels nous, anthropologues, on a l'habitude de travailler. Et je me demandais à vous écouter si on n'aurait pas intérêt à emprunter aux géographes une notion qui serait la notion de flux. Les flux de la sphère humaine vers la sphère naturelle, de la sphère naturelle vers la sphère humaine. Ce qui est intéressant dans la notion de flux, c'est qu'on travaille en quantité, en qualité, en vitesse,
en direction, en multiscalaire, etc., etc. Merci. Ben, il me semble que dans la plupart des présentations, il y avait vraiment, en tout cas, l'attention à cette question de l'échelle au premier plan, et la question des allers-retours entre ce à quoi on peut accéder, ce à quoi on ne peut pas accéder, et vers quelle médiation on doit passer pour y accéder. Et du coup, ces médiations sont aussi des passages de flux et des arrêts, des stations et des circulations. En tout cas, en ce qui nous concerne avec Fabien, il y avait vraiment constamment dans ce milieu océan la coprésence des échelles et l'importance en fait d'arriver à ne pas faire de l'océan un espace en soi qui serait vaste et c'est tout, mais qui est aussi un espace extrêmement localisé, localisable et territorialisé et zoné et patchy. Et en fait, ces patchs-là, elles sont visibles à la fois des satellites, elles sont visibles dans le microbiotique. Donc en fait, il y a vraiment les théories géographiques en tout cas, et aussi le tournant, disons, politique de la géographie avec le politics of space, etc., est très intéressant aussi pour penser ces interactions écologiques dans leur manière de se territorialiser malgré tout dans un lieu où il semble y avoir aucune manière de faire territoire ou de faire lieu. Et donc là, la géographie, effectivement, est hyper intéressante pour penser la fabrication du space into place, into territory. Et puis pour nous, ensuite, comment tu fais terrain à partir de ça. J'aurais un petit commentaire sur la notion de flux qui, effectivement, et surtout pour la question de la vie, et puis bon, pour les raisons que vous venez de donner, est effectivement très utile. Si on lui adjoint la notion de forme, en particulier avec l'idée d'une stabilisation plus ou moins temporaire de ces flux. Je pensais en vous écoutant au fait que la mer, c'est bien connu, est un lieu dans lequel les animaux peuvent se déplacer sans rencontrer d'obstacles pendant des kilomètres ou des milliers de kilomètres. Et comment dire, le fait que les proportions qui existent dans le sang humain en particulier, et sa communauté avec la mer, font qu'on peut tout à fait considérer qu'un corps humain est une sorte de petite extension finalement d'un océan, avec un regroupement temporaire dans une forme vivante qui va se dissoudre à un moment donné de ce flux intérieur. Donc je pense qu'il faut y adjoindre cette notion de forme et d'émergence. Et troisième notion, à mon avis, pour malgré tout trouver des orientations dans un paysage géographique, ça serait la notion d'agentivité. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne suffit pas de simplement montrer comment des organismes émergent et construisent le monde par rapport à leur point de vue. Il faut aussi voir ce qu'ils font dans le monde et ce qu'ils font les uns avec les autres. Donc moi, je pense qu'il faut au moins, pour aborder la vie et l'écologie de la vie, il faut au moins une triade qui serait flux, forme et action. Si on oublie l'une dimension au profit de l'autre, on arrive, à mon avis, à des simplifications. I always find it productive to borrow concepts from other disciplines. And of course, anthropology and geography have a lot of shared ideas back and forth. And especially, I think, in the last 20 years, there was a spatio-temporal turn in anthropology to really look at time-space. But I think also with this new interest in new post-humanist interest, there's a lot of borrowing from physics as well. This, other disciplines, not just geography. So I think that we do see a flow among the disciplines that more and more, as we're trying to grasp, the intrinsic biodiversity of human being and the interpenetrability of species over time, and this sort of accelerated evolution of life forms due to, conditions of the Anthropocene, of our own technological input. So I think it behooves us to be very interdisciplinary and to poach concepts that work for us in different projects. So. Juste pour répondre, dans la notion de flux, comme les géographes la travaillent en ce moment, il y a la forme, il y a l'agentivité. Le flux, il a une agentivité en lui-même. Dans la mondialisation, les migrations, on le voit. Ça nous dépasse quand même, quoi. Et peut-être l'émergence et les causalités de l'émergence manquent à la notion de flux des géographes, et c'est là où on aurait peut-être, nous, quelque chose à apporter. Mais la forme et l'agentivité y est, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On m'a demandé
remercier les présentateurs d'avoir pris leur temps et de leur